On va discuter ensemble effectivement du timing des reconstructions en chirurgie plastique au cours des infections ostéo-articulaires. Donc, en gros, cette question revient à se demander quand est-ce qu'on a besoin d'un chirurgien plasticien dans la prise en charge de ces patients. Donc, le cas le plus évident et le plus urgent va être les patients qui vont arriver avec des grands délabrements cutanés et avec des expositions ostéo-articulaires ou des fractures ouvertes, comme le cas par exemple de ce jeune patient qui a une lésion complexe pluritissulaire de la main avec des défects osseux et cutanés associés suite à un accident balistique. Donc là, le consensus qui est bien établi, c'est qu'il est nécessaire de réaliser une couverture finalement la plus précoce possible. Godina, qui a réalisé la plus grande étude sur le sujet comparatif, recommande de réaliser cette couverture dans les 72 heures après le traumatisme, qui permet ainsi de vraiment diminuer notablement le taux d'infection à long terme et d'ostéomyélite chronique. Depuis cette étude, donc, qui date tout de même un petit peu de 86, on évolue plutôt vers un délai de 7 à 10 jours, notamment grâce à la thérapie par pression négative, mais je vais y revenir. Il faut cependant faire attention parce qu'on voit dans les études que ces délais de couverture ont tendance à s'allonger. En général, c'est plutôt pour des raisons organisationnelles qu'on n'arrive pas finalement à organiser, à réunir assez rapidement dans une même salle le chirurgien plasticien et l'orthopédiste pour prendre en charge les patients, mais il n'y a aucune étude de grande ampleur qui valide des délais de prise en charge plus longs. Il faut continuer à avoir cet impératif de prise en charge rapide. Le seul avantage finalement où on va parfois devoir ne pas réaliser une couverture très rapide dans les 3 jours, mais plutôt la réaliser en 7 à 10 jours, c'est de pouvoir refaire un temps de parage intermédiaire. Et ça, on va le faire dans le cas où on a des tissus qui sont très contus, de vitalité douteuse, dont on voudrait pouvoir faire une révision au moins lors du premier pansement. Mais dès qu'on a des tissus en fait qui vont être de bonne qualité, qui ont une bonne vitalité, en tout cas, il ne faut pas retarder la couverture. Sachant que de toute façon, par exemple, ça ne sert à rien d'essayer d'obtenir des tissus avec une bonne granulation, puisque finalement, tout ce tissu de granulation, on sait qu'il va être plutôt infecté, et nous, on va le retirer lors du parage quand on va faire la couverture. Pour mémoire, le lambeau, et finalement, c'est une structure qui en général va être assez résistante à l'infection, et on pourra tout à fait le ressoulever si on veut retirer ensuite des séquestres osseux, par exemple. Il y a des équipes qui proposent même de mettre en place un lambeau et de le ressoulever à 48 heures de façon assez systématique pour vérifier la vitalité des tissus sous-jacents. Donc on a souvent très peur, mais finalement, ce qui ressort, c'est qu'il faut couvrir au plus vite. L'utilisation de la thérapie par pression négative en attente, elle s'est beaucoup répandue. Alors, d'après les études, ça permet en fait d'avoir les mêmes résultats lorsqu'on prend un patient en charge au bout de 10 jours que lorsqu'on prend un patient en charge en aigu, notamment au niveau des taux d'infection. Pour autant, le délai de couverture, ça va rester vraiment un facteur péjoratif. Et donc, même quand on utilise la TPN, on ne peut pas repousser tellement cette couverture. En effet, sous le pansement de thérapie par pression négative, on va quand même avoir une multiplication bactérienne qui va augmenter au fur et à mesure du temps. Et on peut avoir une acquisition de résistance des bactéries si le patient est sous antibiothérapie, puisque finalement, il reste des tissus qui sont mal vascularisés, donc avec des concentrations antibiotiques qui ne sont pas suffisamment fortes. Ce qui pourrait peut-être un peu changer la donne, c'est d'utiliser des thérapies par pression négative avec des instillations, donc où il y a là du coup régulièrement vraiment un lavage de la plaie et où éventuellement on peut instiller des antibiotiques. L'autre cas où on va être en général appelé en urgence, où il faudra appeler un chirurgien plasticien en urgence, en fait, c'est lors de la survenue en post-opératoire, par exemple ici après une arthroplastie de genou, d'une nécrose cutanée. Donc en général, cette nécrose cutanée, elle est liée à une mauvaise qualité de la peau du patient et une tension excessive à la fermeture chez des patients qui sont souvent déjà en surpoids et avec des facteurs de risque cardiovasculaire et éventuellement qui vont avoir beaucoup d'œdème post-opératoire. Dans ce cas, encore une fois, c'est vraiment le délai en fait dans lequel le patient va être présenté à un chirurgien plasticien et rapidement pris en charge, c'est vraiment un des facteurs pronostiques les plus importants.
Donc la première chose à faire, c'est que ces patients, il faut absolument que leur pansement il soit vu entre J2 et J3 post-opératoire pour déjà pouvoir détecter rapidement cette nécrose. Souvent, nous, quand on reprend les histoires avec les patients, le problème, c'est que c'est des patients qui sont rentrés à domicile, qui avaient des nécroses, c'est vrai, assez limitées, que les infirmières ont traité localement par des soins et qui finalement ne reviennent consulter qu'une fois qu'il y a une vraie exposition de prothèse après détertion en fait des tissus. Donc ça, il faut absolument que les patients ils soient revus assez tôt en fait et bien prévenir que toute survenue de nécrose, elle doit être prise en charge rapidement. Il faut absolument dire effectivement aux infirmières et puis se souvenir qu'il ne faut pas réaliser de détertion au cours des pansements, puisque finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les tissus nécrotiques, exposer la prothèse alors qu'elle ne l'est pas, et puis la faire lâcher en fait les fils de suture en réalisant la détertion. Donc le mieux, c'est d'avoir un avis du chirurgien plasticien qui est assez rapide. Le mieux, c'est quand même vers J8, parce qu'à ce moment-là, on va avoir une bonne délimitation en fait des tissus qui sont sains et nécrosés. Les tissus, en fait, les zones de nécrose superficielle, elles vont avoir commencé à se déterger. On va pouvoir voir des tissus sains en dessous. Par contre, les tissus où il n'y a pas eu de détertion encore, on a tout à craindre que ce soit une nécrose de pleine épaisseur et qu'il faille agir rapidement. Et dans ce cas, le mieux, c'est de reprendre le patient au bloc opératoire pour réaliser le parage, mais dans des conditions stériles et pas aller contaminer la prothèse sous-jacente, et réaliser un lambeau de couverture, donc on va dire en semi-urgence, dans ce délai de 10 jours à peu près post-opératoire. Tout ça afin de vraiment d'éviter que la prothèse sous-jacente ait été contaminée. Donc voilà, par exemple, c'est le traitement qui avait été appliqué à ce patient avec un lambeau de gastropnémie médiale. On peut voir qu'il y a un lambeau cutané qui a été mobilisé en même temps, qui a légèrement souffert, mais il n'y a pas de conséquences puisqu'il y a le muscle sous-jacent qui continue de protéger la prothèse et une cicatrisation qui se fait sans souci. Pour ce qui est des infections ostéo-articulaires chroniques, donc nous on est intégré à Lyon à l'équipe du CRIOAC et finalement on se rend compte que on peut être utile pratiquement, enfin pas seulement dans les cas de perte de substance cutanée avérée. Donc là, bien sûr, quand on a une perte de substance cutanée avérée, c'est facile de penser à appeler le chirurgien plasticien, mais finalement, il y a beaucoup d'autres situations où quand on se retrouve tous ensemble au lit du patient, on se rend compte que notre avis il peut être utile aussi. Déjà, dès qu'on se rend compte que le patient rapporte une notion de retard de cicatrisation, avec une cicatrisation qui a été difficile, peut-être des zones qui sont encore mal cicatrisées, qui en fait ont été en cause, qui ont causé peut-être l'infection sous-jacente. La perte de substance, parfois, elle peut par contre aussi survenir dans l'autre sens avec une apparition secondaire de fistule qui est liée à l'infection sous-jacente, mais avec une peau qui est de bonne qualité. Et dans ce cas, on aura moins besoin de retoucher cette peau. On pourra seulement faire une cure de fistule. Il faut aussi souvent qu'on s'interroge lorsqu'on a des patients qui ont des cicatrices instables, surtout sur des anciennes, par exemple des patients qui ont bénéficié de greffe de peau mince avec des cicatrices des plaies qui se font facilement parce que la couverture cutanée n'est pas de bonne qualité. Des patients qui ont des cicatrices multiples, des grands placards cicatriciels. Et puis on va chercher chez tous nos patients, en fait, ce qui est important de regarder, ça va être deux choses. Premièrement, si on a des signes de dystrophie cutanée, donc avec des dyschromies, soit ici, comme on peut voir sur cette photo, une peau qui apparaît plus foncée, comme une dermite ocre, donc un signe plutôt qu'il y a une insuffisance veineuse à une époque, et donc qui va nous faire présager des difficultés de cicatrisation plus tard. Ou alors on va avoir des patients au contraire, on va avoir des placards plutôt blancs qui sont des anciennes zones de cicatrisation dirigée, donc qui encore doivent nous interpeller et on doit se dire aussi que si on repasse par cette voie d'abord, on a toutes les chances d'avoir les mêmes problèmes, voire plus de problèmes que la première fois encore. Et puis on va examiner la peau autour des cicatrices, on va essayer de réaliser un pinch test. Donc un pinch test, c'est simplement évaluer la laxité cutanée en la pinçant, en fait, en passant la peau autour et regarder si notre peau autour de la cicatrice, elle est mobile. Si cette peau, elle est bien mobile, ça va être facile de fermer, en fait, parce elle garde son élasticité. Si la peau cicatricielle, elle est blindée et que vous avez aucun pinch test, il y a de fortes chances que lors du réabord, en fait, on ait beaucoup de difficultés à fermer et qu'on ait des difficultés ensuite de cicatrisation et qui vont potentiellement générer une nouvelle infection. Parfois, à cette étape-là, on va mettre en place des soins cutanés préopératoires qui sont très simples. Déjà, par exemple, de soins cutanés, donc de reprendre peut-être des massages, de traiter l'œdème, de faire du LPG aux patients. On va essayer de traiter toutes les causes médicales aussi de mauvaise cicatrisation. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de réaliser éventuellement un bilan vasculaire chez ces patients quand on a eu des difficultés de cicatrisation.
Donc ensuite, on va faire face à différentes situations finalement dans les IOA chroniques. Soit on a du matériel exposé, donc c'est très récent et on va procéder comme vu avant pour la nécrose, donc à la réalisation rapide d'un lambeau en espérant potentiellement sauver la prothèse sous-jacente ou changer uniquement les pièces mobiles. Par contre, dès qu'on est à distance, à plus d'un mois et qu'on sait qu'on va devoir de toute façon changer la prothèse, on va faire une intervention en fait programmée où on va, dans le même temps que la dépose de prothèse et de la mise en place d'un spacer antibiotique, réaliser une couverture. À mon sens, pour les prothèses, il n'y a pas de raison de passer par un temps de thérapie par pression négative intermédiaire, puisqu'on va laisser en fait grand ouvert une articulation, laisser exposer un spacer qui éventuellement pourra être changé quand même lors du temps de couverture. Mais souvent, on se rend compte et surtout sur les genoux, si on passe par un temps de thérapie par pression négative, en fait, on a un élargissement important de la perte de substance cutanée avec une rétraction de toutes les berges. Et donc finalement, une perte de substance qui va être encore de taille encore plus importante et plus difficile à couvrir. Donc il faudrait vraiment qu'on soit dans un tableau d'arthrite très aiguë, très purulente pour qu'on se dise qu'il ne faut pas qu'on mette le lambeau tout de suite et qu'on passe par un temps de débridement intermédiaire, mais globalement, c'est peu recommandé. Pour ce qui est des ostéomyélites, donc soit on a des ostéomyélites, on va procéder en général soit en un temps, soit en deux temps. Donc là, par exemple, un patient qui avait une ostéomyélite cubitale avec une perte de substance cutanée assez importante. Ici, la lésion a été très purulente. Il y avait un écoulement de pus quand même important. Et dans ce cas, on va plutôt passer par un premier temps de parage cutané. Ici, on avait mis ensuite parage cutané et bien sûr osseux, réalisation des prélèvements osseux. Et puis, on va mettre en place, du coup, ici avait été mis en place quand même un spacer antibiotique et avec un temps juste mais assez court de 8, 10, 15 jours de thérapie par pression négative qui va nous permettre en fait de garder la plaie plutôt propre et de réaliser un deuxième temps de parage pour assainir encore la plaie lors de la couverture. Donc finalement, on aura deux temps successifs de parage pour être vraiment sûr d'être sur des berges osseuses saines et puis sur des tissus mous qui vont être également propres. Bien sûr, lors du deuxième temps de couverture cutanée, il faudra changer le spacer puisqu'on ne peut pas considérer qu'un spacer qui a été laissé juste sous une thérapie par pression négative reste propre, quoi. Donc, je pense que ce serait important de le changer. Dans les lésions, par contre, qui sont des lésions d'ostéomyélite chronique avec des pertes de substance cutanée qui sont moins importantes et pas d'écoulement très important. En général, on va plutôt proposer une prise en charge en un temps et le lambeau, il va être réalisé en même temps que le premier temps de parage, curetage osseux, prélèvement, lavage, tout ça. Donc voilà. Sachant que dans la littérature, on ne retrouve pas d'études comparatives entre une prise en charge en un temps ou en deux temps qui passerait par l'utilisation de thérapie par pression négative. Le dernier cas, donc on va être rappelé, le dernier cas de figure dans les infections ostéo-articulaires chroniques, c'est les difficultés de fermeture. Donc souvent, ça va arriver pour les reprises de prothèses totales de genoux, d'arthroplastie de genoux ou les ablations de matériel sur les chevilles. Donc là, la plupart du temps, finalement, la décision finale de réaliser le lambeau ou pas, elle va être vraiment péropératoire. Donc le chirurgien orthopédiste va faire son geste, on va être plutôt appelé en fin d'intervention. Et ce qui va être important, c'est d'essayer d'examiner plutôt le patient garrot lâché pour vérifier qu'en fait les berges cutanées de notre cicatrice saignent correctement, qu'on a une bonne vitalité. Et puis on va évaluer la tension lors de la fermeture. Si celle-ci est un tout petit peu trop importante, on va pouvoir en fait simplement aider à la suture directe en décollement les berges de la perte de substance et éventuellement, par exemple à la cheville, ça marche très bien d'aller contre-inciser les fascias musculaires, ça permet de donner 1 ou 2 centimètres de laxité et de rapprocher la peau sans trop de difficultés. Si il y a toujours une tension qui est trop importante, on va réaliser un lambeau local musculaire ou musculocutané, donc c'est très fréquent, par exemple, sur les prothèses de genoux, on va réaliser un lambeau gastrocnémie. Sachant que, bien sûr, on a des meilleurs résultats sur le risque de réinfection lorsqu'on réalise ces lambeaux comme ça en péropératoire plutôt que d'attendre la survenue d'une perte de substance secondaire parce qu'on aurait une tension excessive sur la cicatrice.
Le dernier cadre un peu particulier où on peut être appelé parfois, alors c'est pas forcément c'est parfois soit des patients qui ont des infections articulaires, soit ça va être pour prévenir en fait des difficultés de couverture lors de mise en place de prothèses de hanche. Par exemple, le patient qui est dans les photos sont à gauche, c'est un patient qui a des séquelles de brûlure avec une grande plaque, une grande surface greffée, qui a besoin d'une prothèse totale de hanche. Et on sait que si on réalise une prothèse totale de hanche avec cette couverture cutanée, on va avoir un défaut de cicatrisation ensuite, voire une nécrose de la greffe qui va être soulevée, et donc un risque d'infection ostéo-articulaire. Et donc là, on va réaliser un lambeau préventif, en fait, qui est fait bien en amont de la pose de la prothèse, pour s'assurer d'une bonne qualité de la couverture cutanée et prévenir toute complication. Et là encore, quand on réalise ces lambeaux, qu'on peut dire prophylactiques, on a des résultats qui sont encore meilleurs et un risque de complication qui est bien moins. Pour ce qui est du choix de la méthode de reconstruction, donc en chirurgie plastique, on utilise l'échelle de reconstruction, donc qui va de la solution de reconstruction la plus simple à la solution de reconstruction la plus compliquée. Donc bien sûr, la plus simple étant la suture directe. Et puis on va toujours réfléchir de cette façon, en fait, d'aller du plus simple au plus compliqué. Donc la suture directe, on l'a vu, parfois elle va pas être possible. On va éviter dans le cadre, en tout cas, si on a une exposition osseuse, il faut absolument contre-indiquer toute cicatrisation dirigée, toute prise en charge en cicatrisation ou en greffe de peau mince. En effet, quand on fait des greffes de peau mince, parfois elles sont faites parce qu'il y a une toute petite exposition osseuse, on a l'impression qu'il y a encore du périos, mais finalement, nous, c'est des patients qu'on retrouve à distance et qui vous disent qu'il y a toujours une petite zone qui n'a pas bien cicatrisé et qui vont avoir développé une ostéomyélite en regard. Dans ce contexte-là, pourrait éventuellement être utilisé le derme artificiel qui apporterait une couverture avec une cicatrisation un peu meilleure, mais ce n'est pas rapporté dans la littérature, mais on a fait peut-être un ou deux cas. De toute façon, ce qui va être un problème, c'est que quand on utilise du derme artificiel, des greffes de peau mince, en fait, la réintervention va être très difficile. Donc, on va plutôt réaliser des couvertures donc de bonne qualité en utilisant des lambeaux locaux régionaux ou des lambeaux libres micro-anastomosés. Donc voilà, par exemple, un exemple de lambeau locaux régional sur une fracture, c'est une fracture ouverte de tibia. On utilise un lambeau supramalléolaire externe. Donc le choix entre ce lambeau local ou un lambeau libre, il est essentiellement lié à la taille de la perte de substance et à sa localisation, sachant qu'il faut un peu se méfier, notamment pour ce genre de topographie, quand on a des fractures associées. On a finalement souvent des résultats des lambeaux locaux, alors c'est pas le même patient, mais qui sont pas forcément si bons que ça. Et il y a certains auteurs qui préconisent plutôt la réalisation de lambeaux libres quand il s'agit de couverture de cheville, puisqu'en fait, là, avec des fractures au-dessus, puisque finalement, on va avoir une vascularisation locale qui n'est pas très bonne et des lambeaux qui vont pas être très fiables, avec des rétractions importantes ou des nécroses partielles, et on se retrouve dans le cas d'une ostéomyélite. Donc, il y a certains cas où finalement, même si un lambeau local serait réalisable, on va préférer utiliser un lambeau libre qui sera techniquement plus compliqué, mais qui finalement pourra apporter de meilleurs résultats. Une dernière chose qui est importante et qui maintenant est bien établie, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à privilégier les lambeaux musculaires par rapport aux lambeaux fasciocutanés dans le traitement des infections ostéo-articulaires, puisque finalement on obtient exactement les mêmes résultats. Donc que ce soit en aigu pour les couvertures de traumatisme, même pour des plaies par exemple liées à des traumatismes de guerre, donc souvent des plaies qui sont très contaminées, donc il n'y a pas d'avantage à utiliser un lambeau musculaire. Et de même, il n'y a pas d'avantage à utiliser des lambeaux musculaires pour la prise en charge des infections de prothèses. Donc on peut tout à fait remplacer le lambeau gastrocnébien qu'on utilise habituellement par des lambeaux fasciocutanés type lambeau antérolatéral de cuisse à pédicule distale ou un lambeau perforant sural médial, qui vont avoir plusieurs avantages par rapport au lambeau musculaire. Un, de ne pas créer de déficit de fonction, même si pour le lambeau gastrocnémien, en fait, ce déficit ne va être ressenti que par les patients, par exemple, très athlétiques ou très jeunes. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'adjoindre une greffe de peau mince, donc il y a moins de douleur, puisque le prélèvement de la greffe de peau mince peut être assez douloureux. Et puis, il y a un autre avantage qui est très important des
des lambeaux fascio-cutanés, à mon sens, par rapport aux lambeaux musculaires, c'est que les reprises sont très faciles, on peut facilement les soulever et on peut très facilement aussi les retoucher pour donner vraiment à la fin, redonner une épaisseur de tissu vraiment adaptée, par exemple sur des chevilles pour le chaussage ou ce genre de choses. Donc voilà, rapidement, parce que j'ai mis trop longtemps, pardon, les messages à retenir, c'est que il faut appeler facilement et rapidement le chirurgien plasticien, et je pense que c'est une collaboration qu'on a bien, notamment avec les orthopédistes chez nous, qui vont nous appeler rapidement, et ce qui nous permet de limiter les infections dans les cas des souffrances cutanées. Et puis, dans les infections osseo-articulaires chroniques, il faut vraiment que la reconstruction cutanée soit parfaite pour éviter une nouvelle recontamination. Et en dernier, donc ne plus forcément marteler aux chirurgiens plasticiens, mais moi du muscle sur cet os, parce que maintenant on a bien prouvé qu'en fait ça n'avait pas forcément d'utilité et que c'était pas forcément la méthode de reconstruction la plus efficace. Et effectivement, quoi mieux que de rétablir une bonne barrière cutanée pour lutter contre l'infection, puisque c'est comme ça qu'on est fait au départ. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle présentation. Par rapport à toutes ces solutions chirurgicales que tu as présentées, est-ce qu'il y a une place pour le caisson dans les traitements des infections ostéo-articulaires? Alors le caisson, il pourrait être... le caisson, c'est plutôt pour moi une méthode adjuvante à de la cicatrisation dirigée. Pour moi, il faut pas utiliser de cicatrisation dans le cadre d'infection ostéo-articulaire, puisque ça veut dire qu'on a des tissus qui, de toute façon, ne peuvent pas... on a des tissus infectés qu'il faut traiter et qu'il faut couvrir correctement. Donc, pour moi, non, on pourrait l'utiliser en adjonction d'un lambeau, mais en général, c'est pas nécessaire. Quand on rapporte des tissus bien vascularisés, on n'a pas besoin de caisson. Donc moi, le caisson, je le réserve à des fins de cicatrisation un peu difficiles parfois, de lambeaux où il y a vraiment, mais sans exposition osseuse, sans exposition ou tendineuse, quoi, vraiment que des tissus qu'on a besoin d'aider à bourgeonner pour une fin de cicatrisation. Je sais pas si vous faites autrement. Et, allez-y. Allez-y, Cécile. Et par rapport au délai pour ressoulever des lambeaux, tu disais qu'il y avait certaines équipes qui ressoulevaient très précocement des lambeaux pour refaire des second looks. Est-ce que il y a des recommandations sur ce délai, notamment par rapport aux reposes de prothèses? Par rapport au repose de prothèse, alors par rapport donc il y a plusieurs choses. Alors en très aigu, le plus facile, ça va être de ressoulever le lambeau, on va dire dans les moins de 5 jours, parce qu'en fait il est mal cicatrisé, il est pas vraiment cicatrisé, donc c'est facile de retrouver ses limites et de le ressoulever. Bien sûr, à chaque fois, il faut pas, quand on est précoce comme ça, il faut pas aller sectionner le pédicule. Sinon, un lambeau, il met à peu près, normalement, il met 3 semaines à s'autonomiser. Donc, on peut le réaborder normalement sans trop de risques, voire même en coupant du côté du pédicule au bout de 3 semaines. En général, moi, j'avoue que je suis plus frileuse, donc je dis 3 mois quand on doit vraiment couper le pédicule. Et pour ce qui est de la remise en place des prothèses, si on passe enfin voilà, il faut que le lambeau soit bien cicatrisé. Tu parles plutôt avec les lambeaux gastrocnémiens et les greffes de peau, du coup. Oui. Je trouve que c'est surtout que la greffe de peau en fait soit bien cicatrisée et que le lambeau, pour que tu n'aies pas de difficulté à le resuturer. Parce qu'en fait, le plus difficile avec ces lambeaux musculaires, je trouve, c'est d'avoir en fait des tissus qui sont résistants à la suture ensuite. Et donc, si on y retourne trop vite, donc je pense si on y retourne moins de 6 semaines avant, moins de 6 semaines après la réalisation du lambeau, on a en fait des tissus qui vont pas être très solides et sur lesquels on va avoir du mal à refaire les sutures. Je sais pas si ça correspond à ton expérience, comme vous les reprenez finalement plus souvent que nous. Ça correspond bien. Merci. Bon, je crois qu'il faut qu'on avance parce que le temps passe. En tout cas, vous avez mis le point sur le problème d'organisation entre les équipes et je crois que c'est essentiel et je voudrais vous féliciter sur votre organisation à Lyon parce que pouvoir avoir un travail en double équipe comme ça dans les jours qui suivent, c'est assez extraordinaire. Donc, je vous félicite.